Bonjour à tous, je suis Xavier Seu, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications et surtout à rattraper les 60 épisodes que vous avez de retard si vous ne les avez pas encore écoutés, ça ne périme pas. Dans cet épisode avec Marine Le Serre, à l'approche de la COP27 en Égypte, j'ai voulu comprendre ce que c'était qu'une conférence des parties et surtout comment est-ce qu'une organisation non gouvernementale experte de l'océan, donc la plateforme Océan Climat pour laquelle Marine travaille, peut y faire entendre sa voix et faire avancer les grandes lignes des décisions qui s'y prennent. Marine, c'est sa deuxième COP Climat et elle prépare en parallèle une COP Biodiversité au Canada pour décembre. Autant vous dire qu'elle sait de quoi elle parle. Bonne écoute. On est enfin bien installé, ça y est, on est début octobre et j'enregistre avec Marine Le Serre de la plateforme Océan Climat. Salut Marine, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super bien, merci de passer enregistrer donc dans The Big Shift. Aujourd'hui, on va parler des COP, des conférences des parties. On a la prochaine, la COP27, qui est dans moins d'un mois maintenant en Égypte. Donc voilà, l'idée c'était de comprendre un peu ce que c'est qu'une COP, de comprendre les grands enjeux de cette COP-là, de la COP de l'année dernière, qu'est-ce qui s'était passé, quels en sont les résultats, de comprendre ce que toi tu fais dans ces COP-là. Les différents, c'est intéressant parce que du coup on va avoir un axe très océan, parce que tu fais partie de la plateforme Océan Climat. La première fois que l'océan a été mentionné dans les conférences des parties, c'était en 2015 pendant les accords de Paris, donc c'est assez récent. Donc ça va être assez intéressant d'en discuter avec toi. Bah écoute, je te propose, avant de commencer cet épisode, que tu me dises comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de l'urgence climatique. Quel est ton état d'esprit ? Toi qui agis beaucoup, du coup. C'est une question compliquée. Je dirais que je pense que c'est un sentiment qu'on partage tous un petit peu dans l'équipe. Il y a quand même des va-et-vient et des moments où on a plus ou moins le moral, plus ou moins l'envie de se donner, plus ou moins d'optimisme. Il y a forcément toujours un petit peu des baisses de morale, c'est sûr. Après, je pense que l'avantage chez nous, c'est de travailler en société civile. Et en fait, quand on voit l'énergie et la volonté qui est déployée autour de nous, bah, ça rebooste en fait. C'est un tel plaisir de voir tous ces gens qui sont brillants, qui sont des experts, qui se mobilisent, qui donnent tout pour pouvoir réussir à atteindre ensemble nos objectifs. Je dirais que ça donne envie de rester sur de l'optimisme. Donc en ce moment, un bon mood. Donc en ce moment, un bon mood et heureusement parce qu'avant une COP, faut quand même arriver en étant bien accroché, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux te présenter et présenter peut-être la plateforme Océan Climat ? Oui. Bah déjà, je voulais te remercier de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Ravie d'être ici et puis ravie aussi de représenter la plateforme Océan et Climat. Donc moi, je m'appelle Marine Le Serre et je travaille comme chargée de plaidoyer et relations internationales à la plateforme. Donc en fait, mon travail, pour le dire en quelques mots, c'est d'essayer d'intégrer l'océan dans les négociations internationales pour le climat et la biodiversité. Essayer de le présenter pas seulement comme une vulnérabilité, mais aussi comme une source de solution. C'est un peu le message positif et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important d'être optimiste. Par rapport à la plateforme Océan et Climat, donc en fait, on est une ONG qui est assez récente et qui a été créée en amont de la COP21 dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est justement un groupe d'organisations, principalement des ONG et des instituts scientifiques, qui se sont rendus compte qu'on ne parlait pas d'océan dans les négociations climat et que c'était un vrai problème puisque c'était non seulement qu'il était très vulnérable au réchauffement climatique, mais aussi que c'était une véritable solution pour faire face à cette crise-là. Donc, tout ce petit groupe s'est mis ensemble, ils se sont mobilisés en amont de la COP21, ils ont créé la plateforme Océan et Climat. Il y a eu tout un processus qui a été fait, ils se sont mobilisés via, par exemple, des recommandations politiques, différents événements qui ont été organisés pendant la COP. Et grâce à cette mobilisation, on a réussi à avoir l'océan qui a été reconnu comme puits de carbone dans le préambule de l'accord de Paris, ce qui était pour nous un grand moment. Donc depuis, on travaille à essayer de construire un petit peu sur cette reconnaissance-là et on est en fait un réseau d'une centaine de membres aujourd'hui. Donc, on a bien grandi depuis la COP21. Et notre but, c'est justement de diffuser la connaissance scientifique, qui est vraiment dans l'ADN de la plateforme, de mobiliser ce réseau pour diffuser la connaissance scientifique et la porter à l'attention des décideurs politiques internationaux et nationaux.
Ok, super intéressant, assez complexe a priori. Intéressant ce que tu dis sur la partie l'océan reconnu comme puits de carbone. Ça me paraît étrange en fait qu'on ait besoin de le reconnaître. J'ai l'impression que les travaux des scientifiques du GIEC, donc de l'IPCC, on va dire beaucoup dans cet épisode, mais c'est la même chose. On voit scientifiquement que ça capte du carbone depuis beaucoup plus longtemps que 2015. Et c'est pour ça que le rôle de la plateforme, c'est de dialoguer et de faire le dialogue entre les scientifiques et les décideurs politiques. Parce qu'en fait, si les scientifiques levaient un petit peu leur panneau dès le début en disant « attention, il faut intégrer l'océan », il y avait rien qui était fait concrètement derrière. Donc la plus-value, si je peux dire, de la plateforme dans ces moments-là, c'est justement de savoir faire le lien entre ces deux communautés, ces deux mondes qui ont du mal à discuter. Et puis le GIEC, on en parle plus aujourd'hui, mais il y a 5 ans, 7 ans maintenant, c'était encore... un peu moins connu. Donc, c'est du travail en cours, justement. Oui, c'est vrai qu'en fait, je ne prends pas cette prise de recul, mais c'est vrai que je n'avais aucune idée de ce que c'était que le GIEC il y a 4 ans. Moi non plus. Oui. Donc, effectivement, ouais, ça... Alors, effectivement, ouais, tu nous as pas trop dit, tu dis il y a 4 ans, tu ne savais pas. Tu dis, donc ça fait 2 ans que tu es à la plateforme Océan Climat. C'est quoi ton parcours Alors, très exactement, oui, ça fait 2 ans que je suis à la plateforme Océan et Climat. Je suis rentrée en septembre 2020 comme stagiaire à l'époque, déjà sur les problématiques internationales. J'ai fait quelques mois de stage, je suis restée comme consultante et maintenant je suis en CDI depuis novembre 2021. Je travaille sur la convention climat dont on va parler aujourd'hui, mais je travaille aussi sur la convention biodiversité, donc sur les enjeux aussi des synergies entre ces différentes conventions et comment non seulement on fait dialoguer les scientifiques et décideurs politiques, mais aussi comment est-ce qu'on fait se parler les différents experts, les différents décideurs politiques entre les différentes conventions. Et donc, avant ça, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai un master en coopération internationale de Sciences Po. On a un peu tous le même background, soit politique internationale, soit politique environnementale. Et j'ai fait plusieurs stages un petit peu dans ces milieux, aux Nations Unies, dans ce genre de milieu. Et je suis rentrée directement à la plateforme après avoir été diplômée, en fait. Ok. Je te propose de plonger droit dedans. C'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'une COP ? Qu'est-ce que c'est qu'une COP et une convention climat, du coup. Et une convention climat. C'est vrai que c'est des mots un petit peu techniques et qu'on ne voit pas forcément les liens entre ces différents points de gouvernance, si on peut dire. En fait, dans le système onusien, pour réguler tout ce qui est gouvernance internationale de l'environnement, il existe plusieurs conventions. Et celle qui est un petit peu la plus connue, qui attire le plus l'attention, c'est la Convention climat, la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, très exactement. Et dans cette convention, il y a des temps forts. Et un des temps forts, c'est la COP, la conférence des parties, comme tu l'as dit. Et tous les ans, en fait, vers la fin d'année, l'ensemble des États signataires se réunissent et discutent des prochaines étapes, de comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour répondre à la crise climatique et rester sous les 1,5. Quand on dit 1,5, c'est 1,5 degré de hausse de la température moyenne à la surface du globe depuis l'ère pré-industrielle. Exactement. Ouais. Avec donc le résultat de la COP 21 donc à Paris, c'était limité à 1,5, entre 1,5 et 2, mais en se rapprochant le plus possible de 1,5. C'est ça, c'était l'espoir. Aujourd'hui, en se rapprochant de la COP 27, c'est quoi les nouvelles prévisions ou les nouveaux objectifs du coup ? Alors, les nouveaux objectifs, on garde le même objectif. L'objectif, ça reste le 1,5 et on y croit toujours. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là, que les différentes estimations, il y en a eu plusieurs, mais on est plutôt sur une trajectoire de 3-4 degrés, en fait. Donc, on s'éloigne complètement de ce qu'on était censé faire. Et en fait, la plus-value de la COP 21, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est cet accord de Paris qui, en fait, a un petit peu comme spécificité de changer le fonctionnement de la gouvernance. Et là, on n'est plus dans une logique qu'on appelle, en termes de politique publique, de top-down, où c'est les États qui devraient recevoir des ordres un petit peu de la gouvernance internationale, si on peut le dire simplement, mais plutôt les États qui disent un petit peu, nous, on est capable de mettre ça sur la table, c'est comme ça qu'on peut contribuer, donc on va avoir tel plan climatique et tous ensemble, on va réussir à atteindre notre objectif commun du 1,5. Ouais, je vois. Et le 1,5, du coup, donc cet indicateur, ça reste l'indicateur clé cette année ? Oui. Ça reste l'indicateur clé. Après, il y a différents éléments qui se jouent dans une COP. Et là, entre autres, cette année, on garde le 1,5. Ça reste une priorité, ça c'est sûr. Mais par contre, on va essayer de discuter d'autres enjeux. Parce que parler du 1,5, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc cette année, une des priorités, c'est aussi ce qui est adaptation. Quand on traite des sujets climat dans tout ce qui est gouvernance, il y a un petit peu
deux thématiques principales, si on peut les appeler comme ça. C'est l'atténuation, donc le 1.5, comment est-ce qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre côté, l'adaptation. Comment est-ce qu'on va réussir à s'adapter aux impacts du changement climatique, en fait, tout simplement. Par exemple, s'il y a de la montée des eaux, on ne peut pas garder la situation comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? On va par exemple planter des mangroves. Voilà, ça va être ce genre de solutions qu'on va discuter. Et cette année, en fait, c'est une COP un peu spécifique parce que c'est une COP qui se passe dans le continent africain. C'est une COP qui est sous présidence égyptienne. Et donc, les pays aussi du continent africain sont là pour nous rappeler leurs priorités, notamment le fait de savoir s'adapter aux impacts du changement climatique, puisqu'on le rappelle quand même, entre parenthèses, que le continent africain est responsable de seulement 3% des parts des émissions de gaz à effet de serre, alors que ça fait partie des espaces les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Ouais. La COP26 avait débouché quand même sur un accord non contraignant, mais sur un accord qui était assez fort. C'était réduire les émissions de, alors je ne sais plus si c'est 30 ou 40% à horizon 2030 par rapport aux émissions de 2010. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était décevant comme résultat ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi en fait il y a quand même un gros désamour des COP de la part de... Il y a eu un grand engouement, je dirais, à partir de la COP 2021. Évidemment, avec le Covid, il y en a eu deux qui sont passés à la trappe. Il y a eu un peu ce flottement. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que les gens se disent, en fait, c'est plus c'est un grand raout de gens importants qui viennent faire des grands discours. Et derrière, il manque d'action. Mais alors pourquoi ? Parce qu'on a quand même des grands objectifs qui sont sortis de Glasgow l'année dernière. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Et c'est vrai que quand je suis rentrée de Glasgow, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais Glasgow était si décevant, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et moi j'avais un avis comme ça aussi assez mitigé. Et surtout dans la communauté océan, on a réussi à cranter pas mal de choses pour l'océan dans la convention. Donc on était plutôt satisfaits dans l'ensemble. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que face à l'urgence et à l'ampleur de la situation, c'est jamais assez. Là, le stade auquel on est, évidemment, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. On est tous d'accord sur ce sujet et je pense qu'une grande partie des gens qui participent à la COP est d'accord sur ce point de vue-là. Le fait est qu'il ne faut pas oublier que c'est de la gouvernance internationale, c'est très spécifique et ça prend son temps. C'est normal que le dialogue soit petit à petit. Ce qu'il faut voir, moi je pense, c'est vraiment se concentrer sur le fait qu'on intègre tout le monde à la discussion et que le but, c'est que même les pays qui n'ont pas envie de parler de climat, aujourd'hui, ils vont au COP climat. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Il y a déjà cette volonté de mettre tout le monde autour de la table et de discuter non seulement de climat, mais aussi de tous les enjeux qui se jouent autour. Parce que parler de climat, c'est aussi parler de développement durable et de voir comment est-ce que tous les enjeux de sécurité alimentaire, par exemple, se jouent. Donc, je pense que il faut pas oublier que dans ce genre de convention, c'est du temps long. Et là, déjà, on est sur une logique de plus en plus rapide avec de plus en plus de décideurs politiques internationaux qui s'intéressent à ces sujets. Donc, je pense que c'est normal que ça prenne son temps et je comprends la frustration des gens, mais c'est comme ça que ça se passe aussi dans ce genre d'enceinte, en fait. Oui, tu vois, bon, je vais me faire l'avocat du diable, mais effectivement, c'est bien de mettre les gens autour de la table, mais alors je lisais un de tes rapports, donc désolé, je vais te citer pour te contredire, mais tu disais quand même que oui, mettre les gens autour de la table pour faire signer un papier tous ensemble, c'est bien, mais en fait c'est la partie facile. La partie compliquée, c'est les faire agir une fois qu'ils ont signé le papier, et ça aujourd'hui on n'a jamais réussi à le faire. Alors, c'est pas me contredire du coup. Je pense que c'est quand même une première étape d'avoir tout le monde qui arrive à se mettre autour de la table et à dire c'est important le changement climatique. Après, est-ce que c'est une fin en soi ? Non, évidemment que non. Et c'est pour ça que cette année, on parle de Implementation COP, entre guillemets, donc la COP de la mise en œuvre, en fait. C'est qu'on est dans une logique où on est tous, pareil, on est tous fatigués, on en a tous marre d'entendre les mêmes engagements encore et encore. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table, discuter ces sujets-là, mais il faut aussi qu'on arrive à aller plus loin, à aller aussi dans une logique d'action, c'est sûr. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi notre perspective d'occidental et que certains pays, par exemple du continent africain, ils ont aussi leur propre perspective et que parler de climat, c'est important pour eux, mais qu'il faut aussi qu'on ait des différents... qu'on ait d'autres lunettes, si on peut dire, et qu'on mette aussi des lunettes dans des pays où ils n'ont pas l'électricité. Donc, parler de développement des énergies renouvelables, il faut le faire aussi d'une certaine façon. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul et se dire qu'on n'en est pas tous au même stade, on n'est pas non plus tous dans les mêmes situations et qu'il faut certes parler de mise en place, mais il faut aussi parler de comment est-ce qu'on les met en place. Par exemple, les financements. Cette année, c'est aussi une COP où on va parler beaucoup de financement.
Il y a notamment dans le cadre de l'accord de Paris des financements qui sont prévus. Officiellement, on est censé avoir 100 milliards de dollars qui sont donnés par les pays développés aux pays en voie de développement tous les ans sur la période de 2020 à 2025. On n'en a pas vu la couleur encore. Zéro. Donc, on a eu pour 2020, pour te donner un exemple, environ 83 milliards, pardon, excuse-moi, c'est plus les mêmes chiffres. Mais quelque chose de complètement insuffisant et qui ne répond pas du tout à la problématique actuelle. Donc, et aux engagements pris. Et aux engagements pris. Donc, on discutait aussi des bons et des moins bons sur la scène des négociations, qui est plus ambitieux, qui est moins ambitieux. Aujourd'hui, ces perspectives-là, elles sont aussi remises en cause, tout simplement parce que on peut être... l'ambition n'est pas la même quand on n'a pas les mêmes ressources. Et il y a une question de confiance aussi quand on négocie. Qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que tu me donnes? Et forcément, la question des financements derrière, elle crée un peu une rupture de confiance. Et c'est un peu un problème qu'on rencontre aujourd'hui et qui répond aussi à la question un petit peu de tout à l'heure de comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a un peu des désillusions aussi qui se jouent? Ça se joue au niveau du general public, de l'audience qui suit un peu tout ça. Mais ça se joue aussi finalement dans les États qui, chez eux, disent si on ne prend pas au sérieux, qu'on ne prend pas au sérieux mes problématiques, les questions d'équité et de justice climatique, que derrière il n'y a aucun financement, en fait on se fait un peu balader. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller, de s'intéresser et de contribuer? Je connaissais pas du tout le fait qu'on disait que c'était la COP de la mise en œuvre de l'implémentation. On avait dit l'année dernière que la COP de Glasgow c'était la COP de la dernière chance. Là c'est un peu la tagline du coup qui va avec celle-ci maintenant, la COP de l'implémentation. Donc tu me dis effectivement libérer des financements, mettre d'accord essentiellement les pays occidentaux sur les montants et sur les dates de versement, j'imagine, mais c'est quoi les autres plans de mise en œuvre si c'est la COP concrète? Alors, les autres plans de mise en œuvre, il y en a beaucoup, en fait. Finalement, il y a tellement de sujets qui sont discutés à la COP qu'on pourrait faire une liste à l'après-vert, comme on dit. En fait, on appelle ça une COP d'implémentation aussi parce que donc, chaque année, il y a une présidence de COP qui donne un peu une ligne directrice de ce qui va se passer. Et l'ambition aussi de la COP dépend vraiment de ce que la présidence en fait. C'est vraiment important dans toute cette logique de gouvernance. Et en fait, cette année, c'est une COP Afrique. Pourquoi une COP Afrique? Parce qu'en fait, tous les ans, la COP change de continent. Et donc, en fait, les pays votent en quelque sorte. Il y a une nomination qui est faite d'un État. Donc, cette année, c'est l'Égypte qui a été mis en avant, mais c'est aussi une COP qui doit prendre en compte les problématiques du continent et qui sont aussi en lien avec ça. Donc, la mise en œuvre, ça répond aussi à la demande des pays africains qui justement sont dans cette demande de problématiques sur l'adaptation. Parlons d'adaptation. C'est pas qu'une question de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui derrière doivent en payer les conséquences, un peu payer les pots cassés, si on peut dire. Donc voilà, et avoir les financements pour pouvoir permettre ces politiques d'adaptation d'être mises en place. Ok, et ça se fait via les contributions nationales déterminées. Donc, je crois que c'est la version française du terme, on dit NDCs. C'est ça, les NDCs, en anglais c'est Nationally Determined Contributions, c'est en français, comme tu disais, contribution nationale déterminée. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de le dire comme ça non plus, mais c'est exactement ça. Et en fait, cette logique de NDCs, c'est de pouvoir, ce que j'expliquais tout à l'heure dans le fait que c'est chaque État qui vient et qui dit un petit peu, c'est ça ce que je peux faire par rapport à mon contexte national, à mes moyens financiers, etc. C'est sûr. Donc, c'est le pays qui vient un peu présenter son plan d'action climatique pour répondre à la crise. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce concept de NDCs, c'est qu'en fait, tous les 5 ans, les États sont tenus de publier une NDCs. Et selon les différents articles de l'accord de Paris, ils sont, entre guillemets, obligés de rehausser leur ambition. Tous les 5 ans. Donc en fait, il y a une logique un peu commune de voilà ce qu'on peut donner tous ensemble, mais au niveau national, ça va se mettre en place de telle manière et voilà ce qu'on peut arriver communément à mettre en place. Et alors, est-ce que c'est une année de divulgation de rapports ou de résultats ou... Alors,
Cette année, normalement, non. En fait, ce qui s'est passé, surtout les 2 dernières années, parce qu'il y a eu évidemment des décalages avec le Covid, donc forcément, ça a été plus compliqué. Donc, ça s'est étalé sur les années 2020, 2021, un petit peu 2022. Ce dont on s'est rendu compte, c'est aussi que on n'arrivait pas à garder la trajectoire du 2 degrés ou 1,5 avec les contributions qui avaient été faites, qui avaient été données pour le moment. Et ça, c'est que si ce qui a été promis, c'est pas encore ce qui a été mis en place. Ouais. Donc, faut en plus réussir à le mettre en place derrière. Donc, ça reste encore compliqué et il y a beaucoup de pays qui essayent de développer de nouveaux points sur leur NDCs pour réussir à avoir quelque chose d'encore plus ambitieux où on arrive à se retrouver finalement sur notre 1.5. Il y a des pays qui ont réussi à valider les objectifs de la NDC, tu sais ou pas ? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même des objectifs qui ont été lancés dès 2015. En fait, il y a eu des pré-NDCs, entre guillemets, qui ont été lancés avant l'accord de Paris, puis elles ont été formalisées et repostées déjà en 2020. Donc, ça avance déjà et il y a forcément des NDCs qui ont avancé. Après, nous, je peux t'en parler un petit peu plus sur le marin et comment est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, il y a plein de par exemple, sur les sujets marins, d'aires marines protégées qui avaient été annoncées, qui ont été développées dans ce cadre-là, par exemple. Ok, justement, allons là-dessus. Tu écris des rapports, tu fais des recherches, tu te bases sur des données scientifiques pour proposer en fait des solutions liées à l'océan pour pouvoir permettre le respect de ces NDCs, donc de ces objectifs que les gouvernements se donnent eux-mêmes pour respecter les accords qui sont donnés pendant les COP ou pendant les années de convention, les conventions climat. C'est quoi T'as des exemples de projets que vous menez ou de solutions que vous proposez à des pays, à des régions du monde? Comment ça marche? On a plein de solutions et surtout ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important à la plateforme, comme on est un réseau d'une centaine de membres, on a très à cœur aussi la mobilisation de la société civile et on est là pour encourager dans le cadre des négociations les États à avoir plus d'ambition, mais on est aussi là pour encourager l'ensemble des acteurs non étatiques à prendre aussi le relais et à travailler main dans la main, à avoir non seulement les ONG et les instituts de recherche qui contribuent, mais aussi à avoir tout le secteur privé, tout le secteur de la finance, tout ce genre d'acteurs qui sont évidemment clés pour pouvoir continuer à travailler, pour les inclure dans la discussion et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin tous ensemble. Donc, il y a des projets, par exemple, comme développer des aires marines protégées qui soient aussi qui suivent aussi des critères un petit peu de vulnérabilité climatique. Comment est-ce qu'on intègre le climat dans les politiques de biodiversité comme les aires marines protégées? C'est aussi une question de synergie. Comment est-ce qu'une solution, ça peut réussir à atteindre différents objectifs? Parce que l'idée, évidemment, c'est de répondre à la crise climatique. Mais si en même temps, on peut préserver les espèces, on peut réussir à atteindre des objectifs de développement durable, préserver la sécurité alimentaire, réussir à avoir de l'eau potable et tous ces objectifs d'un coup, c'est un peu tout bénef, comme on dit. Et ce dont on se rend compte, ce que nous expliquent les scientifiques, c'est que c'est possible. On peut réussir à atteindre ces objectifs du même coup. Donc, pour donner des exemples concrets, ça peut être par exemple la décarbonation du transport maritime. On va travailler par exemple sur ce genre de sujet et voir aussi les impacts que ça peut avoir avec la préservation de la biodiversité marine. Comment est-ce que réduire la vitesse des différents bateaux, ça peut aussi permettre qu'il y ait moins de collisions avec des mammifères marins. Ça peut être des exemples comme ça, complètement concrets, ou comment est-ce que planter des mangroves, ça permet de séquestrer du carbone, et en même temps, ça permet d'avoir toute une nurserie pour les poissons, qui du coup vont pouvoir être pêchés par les pêcheurs locaux, et d'avoir un petit peu cette chaîne positive qui se met en place. Et qui protège aussi peut-être contre les vagues. Complètement. C'est l'avantage de ce qu'on appelle en fait des écosystèmes de carbone bleu. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont reconnus, c'est les marais salés, les mangroves, et évidemment, c'est maintenant que j'oublie, alors que je le connais par cœur, les mangroves et les herbiers marins. Donc, c'est 3 écosystèmes qui sont reconnus par le GIEC dans le cadre de la Convention. C'est des choses très techniques, mais ce sont des écosystèmes qui permettent non seulement de capter et de séquestrer du carbone, mais qui derrière permettent aussi aux populations locales de s'adapter. Donc, de pouvoir, par exemple, comme on disait, comment est-ce que les mangroves permettent de limiter l'érosion côtière et en même temps, ça permet de pouvoir pêcher. Enfin, voilà, tout cet ensemble d'enjeux qui se jouent en même temps, en fait. C'est facile à mettre en place, ce genre de projet? Alors, c'est facile de le dire à l'échelle internationale, de le mettre en place, ça c'est sûr. Après, il faut réussir. Il y a toujours un peu cet enjeu de comment est-ce qu'on articule les grandes décisions internationales, les cadres internationaux de gouvernance et après à l'échelle locale. Sur le terrain, si on met les moyens nécessaires, oui, c'est pas compliqué en soi de planter des mangroves. Après, il faut réussir
sur des enjeux, par exemple, comme les mangroves aussi, à voir quels sont les financements derrière, comment est-ce qu'on inclut les populations locales. Il y a en fait beaucoup d'enjeux comme ça qui se jouent sur le terrain et c'est tout ça dont on essaye de parler à l'international pour que ça puisse être intégré sur place. Typiquement, par exemple, comment est-ce que si on met en place une aire marine protégée, il faut quand même que les personnes qui vivent là, elles arrivent à avoir un accès aux ressources. Sinon, ça perd tout son sens. Pareil, si on plante des mangroves, comment est-ce que les populations locales peuvent contribuer à mettre en place les politiques, pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise « Oh, on va vous planter des mangroves à cet endroit-là ». Sinon, c'est pareil, ça n'a plus aucun sens. Donc, tenir en compte, par exemple, tout cet aspect équité, voir où c'est le plus pertinent. On m'a raconté, il y a pas très longtemps, dans une discussion comme ça, qu'il y avait... tout un champ d'herbiers de Posidonie qui avait été retiré pour pouvoir planter des algues parce que c'était la nouvelle politique qu'il fallait mettre ça alors que les herbiers ça fait partie des écosystèmes qu'on doit protéger. Pareil, ça n'a aucun sens. Donc il faut réussir à avoir tout cet aspect adaptation côtière, management des zones côtières. En fait, c'est tout ce qui se joue au niveau de la conservation du littoral aussi, du trait de côte. Et il y a beaucoup d'enjeux au niveau des différents usages aussi. Si on met des éoliennes offshore, comment est-ce qu'on va gérer les populations sur place, etc. Donc, il y a évidemment... C'est pas une question de compliqué en soi, je dirais. C'est plutôt une question de mise en œuvre des différents usages et des ressources aussi dont on a besoin et de l'intégration des populations dans cette discussion-là. Donc si je résume, vous avez des grandes études, des projets sur lesquels vous travaillez de façon concrète avec votre réseau d'acteurs, donc une 90 ONG à peu près, c'est ça ? Derrière, où tu me regardes avec un regard genre c'est faux. En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, on n'a pas de projet en tant que nous, la plateforme Océan et Climat. On travaille du coup avec notre centaine de membres ils ont tous leur expertise, ils ont tous des projets innovants que eux mettent en place, etc. Mais nous, en tant que plateforme, on est là pour être un petit peu le porte-voix en fait de toute cette réussite là. J'ai envie d'appeler ça une réussite parce que c'est des super projets qui mènent. Donc, on est là pour être le porte-parole de leurs différents projets, de leurs différentes découvertes aussi, parce que par exemple, voilà, on a des projets d'exploration, la fondation Tara Océan, le groupe Under the Pole, le PolarPod qui est monté par Jean-Louis Etienne. Voilà, c'est le type aussi de structure qu'on a à la plateforme. Donc, mettre en avant ces différentes découvertes, porter leur narratif et leur message. Et en fait, voilà, on a plutôt ce rôle-là de porter ça sur la gouvernance internationale et d'aller sur la scène internationale, frapper à la porte des décideurs et dire oui, c'est bien ce que vous dites, mais n'oubliez pas ça, et c'est bien de penser comme ça et on peut faire ça. Donc, c'est plutôt une logique de mobilisation de la société, de diffusion de la connaissance et de plaidoyer, en fait. Ok. Et du coup, le mois prochain, tu pars en Égypte. Oui. Comment ça va se passer ? Tu te retrouves dans des groupes de travail, tu proposes des solutions concrètes et tu dis, voilà, comment est-ce que ça peut s'implémenter dans tel type de NDC voilà les impacts que ça pourrait avoir ? C'est à peu près ça. C'est à peu près l'idée. En fait, donc on a une COP climat. Ce qui est assez spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de monde. On est quand même à peu près 30 000 attendus. Cette année, c'est un petit peu spécifique parce qu'il y a beaucoup de problèmes de logistique sur le Sharm el-Sheikh. On a eu d'autres prises de parole dessus. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des prix exorbitants. Donc, faire venir beaucoup de monde, c'est un peu compliqué, notamment pour beaucoup de pays africains. Donc, ce qui pose aussi problème au niveau tout simplement de l'inclusion de différentes voix et d'autres types de communautés aussi dans les enceintes de la COP. Mais de manière générale, dans une COP, on est censé être plusieurs dizaines de milliers. Donc, c'est beaucoup de monde. Et l'idée, c'est aussi de réussir à capter l'attention. Être là pour dire, on est là pour parler d'océan, on propose tel type de solution. C'est pas en rivalité avec d'autres solutions, mais c'est l'idée d'être tous ensemble et de savoir proposer de nouvelles choses, avoir un message positif, comme on disait, en disant l'océan, c'est pas seulement vulnérable, c'est aussi une source de solutions. Donc, comment est-ce qu'on peut construire ensemble pour libérer aussi, avoir des leviers un petit peu d'action qui permettent de mettre en place ces solutions. Donc, concrètement, mon travail, en fait, pendant ces 2 semaines, c'est d'organiser des événements, beaucoup, où on va venir parler de différents sujets. Par exemple, nous, la plateforme Océan et Climat, on est nommée, en fait, la directrice générale de la plateforme, Lorelai Picourt, est nommée comme point focal de la communauté océan de la société civile de la Convention climat. Tout un nom compliqué, mais en fait, voilà, son travail, c'est un petit peu d'aider tout le monde à porter ces sujets. Donc, on organise, par exemple, une journée de l'océan pendant la COP, où on va essayer de faire venir des voix un petit peu différentes et de capter l'attention des décideurs pour leur parler des sujets océans, voir aussi qui a fait des annonces et qu'est-ce qu'il en est de ces annonces. Vous avez pris tel engagement à Glasgow, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait. Donc voilà, essayer de mettre en avant un petit peu tout ce schmilblick positif, si on peut dire, et voilà, faire un petit peu le suivi de l'action. Donc ça va être
beaucoup organiser des événements, parler aussi des publications qui existent, parler des publications des scientifiques, parler des différentes publications qu'on a mis en avant. Par exemple, à la plateforme Océan Climat, on a un rapport qu'on appelle le rapport des solutions, qui est justement un rapport qui rassemble à peu près une 60aine de solutions de nos membres, qui sont des solutions pour le climat et la biodiversité en simultané. C'est le genre de publication qu'on va tout à fait promouvoir en disant, voilà, dans ce genre d'endroit, on essaye de vous mettre clé en main les solutions pour avancer. Donc, allez-y, vous pouvez le mettre en place comme ci, comme ça. On invite des membres de la plateforme à venir présenter leurs solutions. Par exemple, je sais pas, ça peut être, oui, voilà, par exemple, je parlais d'aires marines protégées. Quel type d'aires marines protégées on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut les rendre plus efficaces? Quel niveau de protection il faut mettre pour pouvoir avoir plus de bénéfices socio-économiques et environnementaux? Voilà, ça va être le genre d'événements qu'on va promouvoir, de publications qu'on va promouvoir. Et derrière, on essaye de discuter avec les délégués, les négociations. On fait des recommandations politiques en disant, voilà, on pourrait intégrer davantage l'océan dans tel type de contexte. Au niveau de la gouvernance, voilà comment est-ce que ça pourrait se traduire. Il y a quand même cet aspect très technique. Il y a l'aspect proposer des solutions et être dans l'action, mais il y a aussi d'un point de vue tout simplement de la gouvernance, du texte, l'aspect institutionnel et juridique. Voilà comment est-ce qu'on peut avancer aussi. Ok, pour revenir un peu du coup sur le fonctionnement de la COP, il y a plusieurs strates en fait. Donc il y a les strates de décision un peu politique, géopolitique. Il y a les strates un peu plus citoyennes. Il y a des strates associatives dans laquelle vous bougez, dans laquelle vous travaillez. Vous faites le lien un peu entre tout ça. Comment dans la COP vous arrivez à passer on fait des groupes de travail peut-être associatifs et en plus on arrive à être impliqué dans des décisions qui sont des décisions intergouvernementales et plutôt diplomatiques, politiques. Comment vous faites le pont et comment ça marche? Ça se fait beaucoup en off. Et surtout, c'est beaucoup du travail de long terme, en fait, parce que faut savoir que quand on arrive à une COP, les choses, elles sont beaucoup déjà décidées. Et ça se joue comme ça, c'est normal. C'est la logique de faire du travail de long terme. Les délégations, elles se rencontrent au fur et à mesure de l'année, elles échangent, elles travaillent ensemble. Pareil pour la société civile. On est aussi là pour soutenir les décideurs, voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur prise de décision. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en amont de la COP. On prépare tous en tant qu'organisation ce qu'on appelle des position papers, donc des recommandations politiques où on essaye de travailler ensemble de manière collaborative pour s'aligner en tant que société civile et dire voilà, nous on attend ça, voilà comment est-ce que vous pouvez le mettre en place dans le texte, voilà comment est-ce que concrètement ça peut se passer. Et après on travaille en fait de manière informelle avec les délégations. On a tous des relations de travail avec eux, on échange, on s'appelle, on discute, voilà comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place, voilà ce que vous pouvez faire. Et on fait dialoguer les différentes coalitions, les différentes délégations entre elles. Et voilà, on est là pour appuyer toute l'année en fait, et particulièrement pendant ces 2 semaines où on est là pour les suivre. Il y a vraiment cet aspect où eux discutent entre eux et nous, de manière informelle, on va avoir un contact avec telle délégation, telle autre délégation. On se fait passer les informations dans la société civile. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà comment est-ce que ça risque d'être mis en place. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider. Et voilà, ça se met en place de manière assez naturelle, en fait, finalement. Ok. Et du coup, j'imagine que tu as eu beaucoup d'échanges déjà au préalable, en amont de cette COP. C'est quoi ton sentiment sur le résultat? Est-ce que tu es plutôt confiante? Est-ce que tu as l'impression que ce qui a été déjà décidé n'est pas forcément déjà suffisant, ou il n'y a pas assez d'action ou... Compliqué à répondre. Compliqué à répondre. Je vais faire une réponse en 2 temps. Je dirais que pour l'océan, je suis... Et encore. Pour l'océan, je suis plutôt confiante parce que c'est un sujet qu'on a réussi à cranter dans la Convention au fur et à mesure. Quand on regarde par exemple les NDCs, les premières NDCs qui ont été publiées autour de 2015, elles parlaient assez peu d'océan. Il y avait assez peu de pays côtiers ou d'îles qui avaient vraiment mis en place des solutions fondées sur l'océan dans leurs plans nationaux pour le climat. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'ils mettent en place des solutions sur la pêche, des solutions sur les aires marines protégées, des solutions sur l'adaptation côtière aussi, tout simplement. Donc, il y a quand même une volonté de mettre en place ces solutions, d'intégrer l'océan dans la discussion, d'intégrer la nature aussi dans la discussion, de voir comment est-ce que le monde de la nature et le monde du climat, qui sont un peu des mondes et des communautés séparées, peuvent dialoguer ensemble. Donc, d'un point de vue de gouvernance de l'océan, oui, je suis optimiste et les solutions sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'est un vrai plaisir de voir toute cette énergie, que ce soit au niveau des décideurs ou de la société civile, qui sont
qui est mise en place. Donc, je dirais que je suis optimiste. Après, de manière générale, sur cette COP, forcément, il y a un petit peu les désillusions de la COP 21 qui se mettent en place. Il y a quand même, comme je disais un petit peu avant, une rupture de confiance. Pour moi, les sujets d'équité et de justice climatique sont quand même un peu derrière. Pour travailler sur une autre convention, je peux faire un petit peu aussi des comparaisons. Et c'est vrai qu'il y a d'autres enceintes dans lesquelles on en parle plus. Là, c'est un sujet qui est évoqué, mais concrètement, quand on voit que les financements ne sont pas encore mis en place, on sent qu'en fait, c'est quand même beaucoup ça qui bloque. Et j'espère que les pays vont réussir à s'aligner et à avancer ensemble parce que là, il est grand temps. Ouais. Quand j'entends ça, tu vois, je me dis... la COP 28 sera à Dubaï, je crois. Ouais, a priori, c'est les Émirats Arabes Unis qui ont la présidence et donc au début, ça devait être Abu Dhabi. La rumeur, c'est que c'est Dubaï. Ça a changé un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu en penses après ce que tu viens de me dire, du coup, sur des illusions de la COP, des échéances de la COP 21, plus effectivement, j'ai quand même l'impression que c'est pas le bon endroit pour discuter de ces sujets. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Déjà, je dirais que c'est pas le seul endroit. Je pense qu'il y a aussi d'autres discussions qui ont lieu dans d'autres enceintes, le G20, le G7. Il y a d'autres endroits aussi où on parle du climat, sûrement pas assez, c'est sûr, mais où on en parle aussi. C'est en train de se développer un petit peu dans d'autres enceintes. Je pense que c'est aussi une logique, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le langage un peu de politique internationale, le mainstreaming, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer le climat dans d'autres enceintes, par exemple. La norme, ouais. C'est ça. Si on est dans une logique, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce, on traite par exemple, d'un point de vue océan, on traite de tout ce qui est surpêche et de tout ce qui est financement à la surpêche. Ben voilà, si on traite ce sujet-là, on traite en même temps du climat. C'est des discussions qui vont ensemble et qui sont corrélées. Donc, on parle pas de climat seulement à la Convention climat. Déjà, je trouve ça un petit peu rassurant, personnellement. Et j'ai perdu le fil de ce que tu me disais. Non, je te parlais du coup de Dubaï. Oui, de Dubaï. Pardon, excuse-moi. En fait, c'est quand on est en dehors de ce cercle qui est un peu quand même spécifique, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est choquant que la COP se tienne dans ce genre de ville et dans ce genre d'endroit. C'est vrai que c'est pas les pays qui sont le plus mobilisés sur la question climatique, pour le dire diplomatiquement. D'un autre côté, c'est aussi une façon de les inclure dans la discussion. Je reviens un petit peu sur ce que je disais au début, et peut-être en m'écoutant, on me dirait que je suis un peu naïve et que c'est beaucoup de wishful thinking, comme on dit, et un petit peu tomber dans le... Des bonnes pensées. Mais... Voilà, c'est ça. De tomber dans l'aspect trop naïf de la situation. Moi, je pense aussi que ça peut être un moyen de les mobiliser, de parler aussi de financement, parce que c'est aussi des pays qui ont les moyens. Comment est-ce qu'on crée d'autres formes de multilatéralisme ? Parce que le problème aussi avec cette COP, c'est un petit peu tout le contexte qu'il y a autour des problèmes de sécurité alimentaire. Voilà, la crise ukrainienne, évidemment, a des conséquences aussi sur les agendas politiques. Moi, j'ai suivi des négociations où on parlait un petit peu... pas que de ça, mais que forcément c'était beaucoup vu au travers de ce prisme, ce qui est normal, ce que je comprends, mais qui du coup a un impact aussi sur la discussion. Donc je pense qu'avoir d'autres formes aussi de coopération régionale, d'inclure d'autres acteurs dans la discussion, c'est important. Moi, j'entends par exemple des personnes dans mon cercle qui me disent on pourra jamais résoudre ce problème sans la Chine dans les discussions. Et en même temps, c'est vrai, c'est pas forcément l'acteur qui est au premier pan de l'action climatique, mais d'un autre côté, si on n'inclut pas des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, les Émirats Arabes Unis aussi, qui ont quand même une force de frappe d'une certaine manière due au fond qu'il y a derrière, on va pas s'en sortir non plus. Donc c'est sûr que dans un absolu, il faudrait aussi que ce soit des champions du climat qui soient là pour porter les sujets, mais d'un autre côté, le changement, on peut le faire que tous ensemble. S'il y a 3 pays qui changent, est-ce que vraiment ça a une plus-value ? Et c'est aussi pour ça que moi je travaille à l'échelle internationale, c'est que je crois profondément dans le multilatéralisme qui peut-être n'est pas au beau fixe aujourd'hui, mais qui a quand même la capacité de réunir. Et c'est pour ça que pour moi, il faut traiter le sujet vraiment aussi sous l'angle du développement durable, de l'équité, de la justice climatique pour porter ce sujet aussi d'un point de vue qui soit acceptable par tous et qui soit dans la réalité de tous. Mais tu vois, ta réponse sera peut-être la même pour la question d'après, mais quand je vois Coca-Cola qui devient partenaire principal de la COP, pour moi, c'est un peu le même type de... en fait, même à la COP 27, on fait du greenwashing parce que Coca-Cola est là avec ses grands discours de durabilité et de soutenabilité et d'environnement et de Coca-Cola vert.
je sais pas, je me pose des questions quand même là-dessus. Et finalement, est-ce que c'est pas exactement la même réponse? C'est bien de les impliquer? Ou est-ce que fondamentalement, c'est quand même un pas en arrière, quoi? Je pense qu'on peut les intégrer dans la discussion tout en gardant en tête avec qui on dialogue. Après, moi, mon travail, c'est de faire du plaidoyer. Donc, si je dialogue pas avec les gens qui sont pas d'accord avec moi, ça sert à rien de faire mon travail. Ça, c'est clair. Donc, on me le dit beaucoup en me charriant sur les types d'organisations avec lesquelles je peux travailler dans le marin, par exemple, le transport maritime, des grosses entreprises. Mais en même temps, si on n'est pas là pour dialoguer avec ces gens, comment est-ce qu'on va s'en sortir derrière? Et cette logique un peu de blue washing chez nous, qui équivaut au greenwashing, c'est... Moi, j'essaye de le voir, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'essaye de le voir comme quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'ils sont déjà conscients que pour être dans le bon, ça veut dire qu'il faut parler de climat, il faut changer de discours. Et c'est quand même une première étape de se dire qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est peut-être pas terrible. Donc j'essaye de le voir d'un point de vue optimiste comme ça et de me dire, bon, maintenant il faut les inclure. Et c'est aussi la logique de ce genre d'événement, les COP, d'autres sommets internationaux. C'est aussi des moments où il y a des engagements de pris. Pour pouvoir avoir de la visibilité dans ce genre d'événement, il faut prendre des engagements. Et là, ce genre de moments comme Glasgow l'année dernière ou comme Sharm el-Sheikh cette année, c'est, vous avez pris cet engagement il y a 3 ans, ok, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on est là aussi pour derrière, tout en étant conscient des réalités, du contexte, etc. On n'est pas là pour... moi, je ne suis pas du tout dans le name and shame. J'aime pas cette logique de pointer et de... c'est pas notre style. On est une ONG institutionnelle. On est dans une autre type d'approche, plus dans l'accompagnement, je dirais. Mais je pense que justement, tout en restant conscient de la situation, comment est-ce que du coup on avance ensemble? Vous avez dit telle chose, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et c'est aussi la plus-value de ce genre d'événement où si vous voulez de la visibilité, qu'on parle de ce genre de sujet, de vos organisations, qu'est-ce que vous faites derrière? Ok. Alors, j'ai envie de repartir sur les 2 COP auxquelles tu vas participer à la fin de l'année. Donc il y a une COP climat et une COP biodiversité. Donc là, tu es parti sur un marathon jusqu'à fin décembre. C'est un peu ça. Pourquoi est-ce qu'il y en a 2? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas intégré la biodiversité au sein d'une COP climat? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas parler tout le monde au même moment à la même table? Alors déjà, pour un petit peu de contexte, peut-être pour expliquer un peu, pour ceux qui seraient moins familiers de la gouvernance internationale environnementale, en fait, il n'y a pas que 2 COP. Donc quand on a une convention comme ça, on a une COP qui est liée à la convention qui permet du coup aux signataires de prendre des décisions et d'échanger. Donc en fait, il n'existe pas que 2 COP, il existe une multitude de COP. Et il y en a en fait 3 qui sont un peu connues comme les COP principales, si on peut dire, qui sont toutes nées de la Convention de Rio de 1992. Il y a la COP sur le climat, la COP sur la biodiversité et la COP sur la désertification. C'est 3 COP qui vont un petit peu ensemble, qui ont des fonctionnements très similaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup, après avoir un peu traité les sujets par silos, de casser ces silos et d'essayer de travailler beaucoup plus en synergie. Et ça, c'est une grande partie de mon travail, puisqu'en étant spécialiste de cette gouvernance de l'océan, il n'y a pas vraiment de cadre de l'océan, donc on essaye de l'intégrer et de dire que l'océan, c'est vraiment au cœur du climat et de la biodiversité. C'est le réservoir de vie et ce qui en même temps permet de faire toute la pompe, non seulement la pompe à carbone, quoi. Donc l'océan permet ce lien entre les deux COP, pardon. Donc comme tu dis, super marathon, pourquoi est-ce qu'on traite de ces 2 sujets séparément ? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes problématiques non plus, c'est pas tout à fait les mêmes angles. Le changement climatique impacte très fortement la biodiversité. C'est un des 5 facteurs de perte de biodiversité, mais il y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, l'artificialisation des sols, la surpêche, tout ce genre de pratiques en fait nocives de l'homme qui doivent être aussi traitées. Et je pense qu'on a beaucoup parlé dans l'épisode avec Alice Vitou. Oui, si jamais vous voulez l'écouter. J'imagine très bien qu'elle a dû bien parler de ces sujets-là. Mais voilà, il y a cette logique aussi. Et pour moi, c'est complémentaire. Par exemple, à la plateforme, on a un seul projet, qui est un projet d'adaptation des villes côtières. Et pour traiter en fait d'adaptation côtière, le principal forum, si on peut dire, c'est la Convention climat, puisque c'est celle qui parle d'adaptation. Mais en même temps, tout ce qui traite d'aménagement du territoire,
c'est censé être dans la COP biodiversité. Donc finalement, pour moi, c'est 2 façons complémentaires de traiter les sujets. Ce qu'il faut, c'est juste éviter les zones d'ombre et être plus efficace en essayant, par exemple, quand on a des financements, d'avoir des financements qui permettent d'atteindre les objectifs de biodiversité et climatique en même temps. Parce que sinon, on perd de son sens. Et il y a certaines des solutions qui, parfois, sont pas positives pour la biodiversité ou voilà, qui pourraient être mieux intégrées pour répondre aux problèmes climatiques en même temps. Donc je pense que c'est des perspectives qui sont complémentaires, qui doivent juste être traitées en synergie. C'est pas tout à fait les mêmes acteurs non plus. Il y a aussi un peu fonctionnement en interne dans les ministères, dans la façon dont chaque État fonctionne, qui font que c'est important d'avoir aussi cette double casquette et ces enjeux qui fonctionnent ensemble. Après, ce qu'il faut, c'est aussi donner de la visibilité aux problématiques en lien avec la biodiversité. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de climat, et à raison, il faut continuer d'en parler beaucoup, mais il faut aussi parler de la biodiversité en même temps, avoir autant de financements qui y sont attribués, qu'on ait aussi la même visibilité sur les médias. Là, par exemple, sur la biodiversité, donc on a cette convention qui a été signée il y a exactement 30 ans, et là, en fait, cette année, on négocie une vision à 30 ans. Je ne suis pas forcément les meilleurs médias tout le temps, etc. Mais j'en ai pas beaucoup entendu parler de ce cadre. Alors que c'est censé être l'équivalent de l'accord de Paris qui se négocie là à Montréal en décembre. Et on n'entend pas parler, quoi. Donc c'est un peu dommage. Il faut aussi avoir cette visibilité. Et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est très méfiant de la logique de absorber un peu la biodiversité dans le climat. C'est parce qu'il faut aussi que des thématiques spécifiques à la biodiversité aient leur propre visibilité, et qu'on puisse parler des deux séparément et d'apprendre l'un de l'autre finalement. Parce que par exemple, moi qui ai commencé en venant de la communauté climat, tous les sujets d'équité, j'en avais jamais entendu parler comme ça. Et de pouvoir m'imprégner de cette convention biodiversité et de parler plus d'équité, de savoir quels étaient les impacts sur place, comment est-ce que les parcs sont gérés, etc. C'est aussi extrêmement important pour intégrer après dans les politiques climat. Et à l'inverse, nous, le pouvoir symbolique qu'on a quand on travaille à la convention climat, c'est quelque chose qu'il faut apporter à la convention biodiversité pour un peu tirer la sonnette d'alarme et dire... Oui, on négocie quand même une vision à 2050, là. Donc c'est bien qu'on ait un petit peu d'ambition, parce que là, c'est pas encore le cas quand même. Alors concrètement, comment est-ce que tu vas faire pour faire ces liens-là entre ces 2 conventions, entre ces 2 COP c'est quoi, ça va être quoi tes actions là entre novembre et décembre? Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place et ça fait un moment qu'on travaille dessus à la plateforme Océan et Climat. On a mis en place un article en fait, déjà il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça, où on détaille d'un point de vue scientifique, politique, de l'action de la société civile et des financements, comment est-ce que d'un point de vue gouvernance, on pourrait essayer de mettre en place des synergies, parce qu'il y a quand même tout un aspect, comme je disais, de gouvernance internationale, de comment est-ce que dans les cadres, sur tous les process, de tous ces aspects-là un petit peu techniques, comment est-ce qu'on pourrait réussir à fusionner. Ça peut être aussi par rapport à la science, comme on parlait tout à l'heure, par rapport au GIEC et à son pendant l'IPBES. Comment est-ce que ces 2 organisations scientifiques peuvent réussir à dialoguer ensemble pour avoir un savoir un peu commun qui peut être aussi une plus-value pour les 2 conventions. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'on a un petit peu théorisé avec bien sûr l'aide de plein d'autres organisations. On est plusieurs à travailler dessus, donc il y a un peu cet aspect théorique. Et derrière, à la plateforme Océan et Climat, on a monté un peu un groupe de travail informel avec plein d'organisations océans qui travaillent sur ce qu'on appelle dans le jargon le nexus océan, climat, biodiversité. Donc cette façon de traiter en fait les 3 sujets un peu en triptyque, de toujours avoir ces interactions en fait en tête. Donc ce nexus, on a un groupe à travailler dessus et on est en train de monter un peu une stratégie pour pouvoir parler ensemble de tous ces sujets. Donc je ne révélerai pas ce qui viendra derrière, mais on essaye quand même de travailler ensemble. On a cette logique collaborative à la plateforme où, en tant que réseau, c'est important pour nous de pouvoir travailler tous. Et donc, on est en train de sortir différentes publications pour voir comment est-ce que concrètement on peut le mettre en place, promouvoir des solutions qui concrètement permettent de faire les 2, organiser des événements où on parle de triptyque, on parle des 3 types de solutions, dialoguer avec les acteurs, être en contact avec les différentes délégations, parce que évidemment les délégations qui vont au COP climat, c'est pas les mêmes que celles qui vont au COP biodiv. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les acteurs se parlent, valoriser les différents événements, être sur un point de vue non seulement technique, mais aussi politique. Donc, un peu... beaucoup de choses qui se passent finalement. Donc, tu as un agenda bien chargé. Comment est-ce que, si moi j'avais envie de suivre et de participer à la COP, mais sans aller en Égypte, est-ce que ce serait possible ? Honnêtement, c'est vrai que c'est difficile de suivre parce que c'est très technique. Donc, c'est beaucoup à travers les médias que c'est possible. Après,
Ce qui s'est passé grâce au Covid, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues hybrides. Et donc, il y a beaucoup d'événements qu'on peut suivre en ligne. Il y a toute cette mobilisation-là qui est possible à suivre derrière les écrans. Pour les sujets marins, nous, à la plateforme Océan et Climat, on a un compte Twitter. On peut toujours suivre le compte Twitter de la plateforme Océan et Climat qui donne un peu des updates sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue océan dans la communauté, dans le réseau. On mettra un lien dans la description si vous avez envie d'aller le chercher tout de suite. Voilà, c'est toujours un exemple de comment aussi est-ce que ça se passe, parce qu'on traite souvent sujet par sujet. Et donc voilà, je conseillerais quand même de suivre tous les événements qui sont tout ce qu'on appelle des side events, en fait, tous les événements qui sont dans les zones de négociation, mais qui contribuent aux négociations, mais qui ne sont pas des négociations. Pouvoir suivre un petit peu ces enjeux-là et voir derrière les publications pour les initiés un petit peu qui seraient prêts à rentrer dans l'aspect un petit peu technique. Il y a un groupe qui s'appelle IISD. Il faudrait regarder l'acronyme que je n'ai pas en tête, qui sort un Earth Bulletin. Très exactement. Il faudra regarder le lien aussi dans la description. Et eux, ils ont un débrief tous les jours de exactement ce qui est dit, comment ça se passe, etc. Donc, pour une personne qui serait vraiment motivée, qui voudrait vraiment rentrer dans le vif de ce qui est dit et de ce qui est négocié, il y a quand même cette agence un petit peu de reportage spécial COP qui nous explique ce qui se dit. Ok, super intéressant. Bon, il faudra que tu me renvoies quand même par SMS tout à l'heure pour que je puisse penser à le faire. Bah écoute, super. Merci beaucoup pour ce temps que tu as passé avec nous. Est-ce que tu as un dernier point à soulever sur ton voyage en Égypte, sur la COP, sur la plateforme Océan Climat? C'est pas grave si tu n'en as pas. Je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais dire. Je pense que c'est un tel plaisir de travailler sur des thématiques comme celle de l'océan. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cet optimisme. En plus, à la plateforme Océan et Climat, on a un petit groupe d'une dizaine, entre 24 peut-être et 30 ans. Donc, on a cette ambiance de travail où on est tous très motivés, qu'on travaille tous ensemble. Donc, on a ce plaisir de pouvoir partager nos états d'âme sur le climat et de pouvoir... essayer de faire ce qu'on peut pour contribuer un peu à notre échelle. Mais non, il y a tellement... C'est ça, le collectif, l'intelligence collective. Et il y a tellement de choses que j'aurais envie de partager sur justement les membres de la plateforme Océan et Climat et de voir typiquement ce que font Jean-Louis Etienne, ce que fait la Fondation Tara Océan. Il y a de si beaux projets qui sont menés dans les pôles et voilà. Mais à partager aussi sur le... On met tous les liens dans la description, vous en aurez un florilège. Il y a tellement de choses à dire sur l'océan. C'est une telle source d'inspiration quotidienne que on est tous un peu plongeurs à la plateforme, tous un peu cette passion. C'est ça qui est agréable aussi dans le fait de travailler sur les problématiques océan, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui est soit dans la voile, surfeurs, de la voile. C'est ça, donc non, je dirais s'inspirer de l'océan. Alice Vitou m'avait dit un peu la même chose. C'est vrai. Elle qui vit en plus dans le sud-ouest et qui surfe le dimanche quand elle rentre de l'assaut. J'imagine, nous, on se fait beaucoup charrier. Forcément, travailler sur l'océan à Paris, c'est pas... C'est clair. Mais bon, c'est là où sont les décideurs aussi. Et il y a une autre logique derrière. On est à l'Institut océanographique, d'ailleurs. Si certains veulent passer, très beau bâtiment aussi. Bon, vous irez. En plus de choper tous les liens dans la description, voilà. Vous irez leur faire un coucou. C'est ça. Le bâtiment vaut le détour. Le poulpe surtout. Vous verrez ça. Bon, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. Merci à toi. Salut. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.